Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, tête de liste communiste aux européennes, Yann Brossa. Il est également porte-parole du parti et maire adjoint à la mairie de Paris. Au programme, les européennes bien sûr, la piste d'un référendum et le grand débat national. Bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée dans le cadre du grand débat national. Après des communes périphériques et rurales, il s'invite en banlieue en ce moment à Ivry-Courcouronnes. C'est bienvenu, tous les territoires évidemment sont concernés par ce débat. D'abord, je pense qu'on peut remercier les Gilets jaunes parce que Emmanuel Macron découvre, grâce à la mobilisation des Gilets jaunes, qu'il y a des maires. Il est allé voir des maires, il découvre qu'il y a des partis politiques d'opposition et maintenant il découvre qu'il y a les banlieues. Après, soyons honnêtes, la seule banlieue qui puisse se satisfaire d'Emmanuel Macron, c'est Neuilly. Parce que pour le reste, les banlieues populaires, elles n'ont fait que subir depuis 1 an et demi et on ne peut pas dire qu'elles aient été beaucoup servies par la politique du président de la République. Depuis 1 an et demi, simplement, les quartiers populaires, vraiment ? Ce n'est pas depuis beaucoup plus ? Évidemment qu'il y a des difficultés dans les quartiers populaires qui remontent à il y a très longtemps. Simplement, Emmanuel Macron n'a strictement rien fait pour les quartiers populaires. Vous savez, je connais bien les enjeux du logement puisque je m'occupe du logement et notamment du logement social à Paris. Il faut quand même voir que le secteur HLM a subi des mesures de coupe financière terrible de la part de l'État. Et ce sont donc les banlieues populaires qui comptent un nombre important de logements sociaux qui ont subi. J'étais à Gennevilliers encore samedi. Il faut voir ce que les bailleurs sociaux ont subi depuis maintenant 1 an et demi et ce sont des rénovations en moins et des quartiers qui sont plus en difficulté. Pourquoi alors Yann Brossa, les banlieues, les quartiers populaires ne sont-elles pas gilets jaunes? C'est ce qu'on dit, que les habitants, les citoyens de ces quartiers ne se sentent pas concernés. C'est votre avis ? Ils ne sont peut-être pas gilets jaunes, mais ils partagent une colère très forte à l'égard du président de la République et de sa politique. Partout où je vais en banlieue, je vois des habitants qui en ont ras-le-bol de ces politiques d'austérité, de voir les services publics disparaître. Pardonnez-moi, les plans banlieue, je ne vais pas compter les milliards ni énumérer les plans banlieue. Il y en a eu, peut-être qu'ils sont allés dans les mauvaises poches ces milliards, mais il y en a eu. De l'argent déversé. Ce que demandent les habitants de banlieue, ce que demandent les quartiers populaires, c'est simplement l'égalité. C'est être traités comme les autres. C'est avoir des services publics comme les autres, avoir des écoles qui fonctionnent comme les autres. Et cette revendication d'égalité, Emmanuel Macron ne l'entend pas. Égalité, pourtant Yann Brossa, certains ont dit justement qu'à force de multiplier les plans banlieues pour ces quartiers populaires, eh bien on a justement oublié la France périphérique, la France profonde, la France rurale, et qu'elle a été la grande oubliée des politiques publiques. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Et je n'aime pas cette espèce de petite musique qui consiste à opposer les quartiers populaires aux territoires périphériques. La France rurale, elle a souffert autant que la banlieue. Et aujourd'hui, on aurait besoin d'aider ces territoires-là, les deux, et pas les uns contre les autres. Et la meilleure solution face à ces difficultés-là, c'est le service public. Et cela suppose de rompre avec ces politiques d'austérité, ce dogme de la baisse des dépenses publiques qui fait qu'on voit les hôpitaux disparaître, les maternités fermées, les gares fermées, les bureaux de poste fermés aussi. Ça, c'est une mauvaise politique. Plus largement, pour sortir justement de la crise, Emmanuel Macron envisagerait, c'est semble-t-il une piste de plus en plus étudiée, un référendum. Ce serait selon vous une décision, en tous les cas un acte politique fort pour une éventuelle sortie de crise? Non mais là c'est même plus une grosse ficelle. C'est ce que vous demandiez. C'est une corde. Moi je suis favorable. L'opposition voulait un référendum. Quand il arrive, on est moins d'accord. Mais je vais être très clair. Je suis favorable à un référendum. Mais je ne suis pas favorable à un référendum qui ait lieu en même temps que les élections européennes. Parce que c'est une manipulation politique qui vise à évacuer le débat sur l'Europe. Et deuxièmement, je suis favorable à un référendum qui porte sur les questions qui intéressent les Français. Mais attendez de voir, justement, on ne connaît pas encore les questions, ni vous, ni moi, ni le président. Selon vous? On a quelques suggestions à lui faire. Si c'est un référendum qui porte uniquement sur les questions institutionnelles, c'est complètement à côté de la plaque. Ce que réclament aujourd'hui les Gilets jaunes, ce sont d'abord des réformes qui concernent le pouvoir d'achat. Et donc, si des questions doivent être posées, elles doivent porter sur le pouvoir d'achat et sur la réforme fiscale. Un procès d'intention à ce référendum. Vous attendez de savoir quelle type de questions sera... Je suis comme vous, je lis le journal. J'ai entendu dire que ça pourrait être un référendum sur les questions institutionnelles. Donc je préviens, si c'est juste sur les questions institutionnelles, ça ne répond pas aux problèmes posés par les Gilets jaunes. Avant vous, Yann Brossa, ici même, à cette place, justement, nous avons reçu ces derniers jours la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella, 23 ans. Nous avons reçu la tête de liste Les Républicains, François-Xavier Bellamy, 33 ans. Après-demain, ce sera au tour de Manon Aubry, France Insoumise, tête de liste également, 29 ans. Vous faites presque vieux à 38 ans. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a une vraie volonté, on le voit, de renouvellement, y compris avec vous, chez les communistes? Sans doute, mais je vais être franc avec vous. Je ne demande pas aux électeurs de me juger sur mon âge. Je leur demande de me juger sur mes idées,
sur mes convictions, sur ce que j'ai fait dans le cadre de mon mandat d'élu. Et au fond, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai peut-être 38 ans, mais enfin, c'est pas parce que j'ai 38 ans que j'ai des qualités. D'ailleurs, c'est une qualité qui disparaît au fur et à mesure du temps. Bien vrai. Donc, il vaut mieux me juger sur ce que je fais, sur ce que je dis. Le Parti communiste peut-être change ou rajeunit, mais il y a une chose que vous n'arrivez pas à changer, c'est votre score, ou en tous les cas, ce que prévoient les sondages, 2%. Franchement, c'est pas un score, c'est presque une marge d'erreur. Est-ce que vous êtes déçu d'une telle prévision pour le moment ? D'abord, vous savez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc bien je sûr. pense que c'est une bataille, que cette bataille, je vais la mener tambour battant. Et j'ai bien l'intention de faire un bon score. Et d'ailleurs, nous avons constitué... C'est quoi un bon score ? Un bon score, ça veut dire avoir plus de parlementaires européens que nous n'en avons aujourd'hui. Bon, ça veut dire faire bien compris. 6-7%. Ça veut dire faire en sorte que le Parti communiste pèse dans le paysage politique français. Pour cela, il vous faut une alliance. Vous avez rencontré Benoît Hamon. Certains mauvais esprits affirment que c'est l'alliance des faibles. D'abord, moi je ne fais pas une croix sur la dispersion de la gauche. Et aujourd'hui, la gauche est trop dispersée. Cela dit, aujourd'hui, nous avons une liste. C'est une belle liste. Elle est constituée à 50% d'ouvriers et d'employés. Et je pense que c'est une bonne chose et une bonne nouvelle pour la vie belle politique. Liste, bonne chose. Mais est-ce que c'est rassembleur, justement ? Est-ce que les communistes ont encore quelque chose à proposer aujourd'hui en Europe ? Et notre liste est une liste qui, aujourd'hui, rassemble des gilets jaunes, des cols bleus, des blouses blanches, des robes noires. Bref, la société française telle qu'elle est. Et nous souffrons d'une vie politique qui est aujourd'hui complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité sociale. Vous savez combien il y a d'ouvriers aujourd'hui au Parlement européen ? 3 sur un peu plus de 700 eurodéputés. Moi, je veux réparer ça et c'est la raison pour laquelle, en deuxième place sur notre liste, il y a Marie-Hélène Bourlard. Elle est ouvrière, elle est l'héroïne du film de François Ruffin, Merci patron. Ça ferait du bien si elle rentrait au Parlement européen. L'Europe, justement, Yann Brossa, ou plutôt de nombreux leaders européens, soutiennent au Venezuela Juan Guaidó contre le président en exercice, Nicolas Maduro. L'Espagne, la Grande-Bretagne et la France notamment reconnaissent, ça y est, sa légitimité. Quelle est la position, rappelez-nous, justement, du Parti communiste à ce sujet ? Toujours proche de Maduro ? Je trouve curieux qu'on soutienne un président autoproclamé qui n'a été élu par personne. On pense ce qu'on veut du régime de Maduro, mais moi, cette démarche d'un certain nombre de pays de l'Union européenne me paraît curieuse. Je pense qu'il faut sortir... Peut-être qu'en le soutenant, justement, on dénonce l'oppression, on dénonce des centaines de milliers de manifestants. Je vois Donald Trump, je vois le nouveau président brésilien qui est d'extrême droite. Tout cela ne me rassure pas beaucoup. Vous oubliez l'Espagne, vous oubliez la Grande-Bretagne et la France. Ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de la crise. Et pour sortir de la crise, je suis favorable à une médiation sous l'égide de l'ONU. J'ai d'ailleurs vu que le Mexique s'est proposé d'accueillir une telle médiation. Il me semble que ce serait la meilleure des choses. Maduro n'a-t-il pas ruiné son pays ? Une question. Est-ce qu'il n'est pas assis sur les plus grandes réserves de pétrole au monde ? Est-ce qu'il n'a pas réussi en quelques années à diviser par 2 le PIB du Venezuela ? Non, mais il y a une réalité qui est extrêmement difficile au Venezuela. Et il serait absurde de balayer d'un revers de main cette réalité-là. Est-ce que cela justifie pour autant d'imposer un président de l'extérieur ? Moi, je n'aime pas cette logique d'ingérence. Il y a la France insoumise qui dénonce les violences contre les gilets jaunes et qui ne dit rien de la répression brutale et organisée au Venezuela. Je ne dis pas que vous êtes évidemment France insoumise, vous êtes communiste et tête de liste communiste européenne, mais ça vous choque une telle position ? Je pense que ce sont 2 sujets différents. En revanche, oui, la répression contre un certain nombre de gilets jaunes m'inquiète. La répression contre un leader lycéen samedi dernier qui a reçu un flashball m'inquiète. Il y a toute une série de choses qui en ce moment m'inquiètent. La loi anti-casseurs qui risque de se transformer en loi anti-manif, moi ça m'inquiète. Est-ce que certains responsables politiques qui dénoncent soi-disant une répression, ce sont leurs mots en tous les cas en France, et ne s'inquiètent pas de la répression au Venezuela, ça vous interpelle ? Non, mais on peut par ailleurs évidemment pas mettre sur le même plan ce que nous vivons en France et ce qui se passe au Venezuela. Yann Brossa, tête de liste aux Européennes, avec donc une campagne qui démarre dès demain à Marseille. Absolument. C'est parti, et donc après-demain, une autre tête de liste, ce sera Manon Aubry. On les aura tous reçus, Mathieu Béliard. Tous ceux qu'on connaît. Hein. Ah bah il en manque encore. Il en manque encore, on surveille. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk.